En janvier 2026, en l'espace de quelques minutes, la Terre et la mer entrent simultanément en mouvement. À Adougou, les sirènes se mêlent aux cris de la foule, tandis qu'à Simonstone, des navires chinois et russes apparaissent, non comme une parade, mais comme un message adressé à l'ordre mondial établi. Pourquoi cette synchronisation dépasse-t-elle le simple symbole militaire et pourquoi Ibrahim Traoré y voit-il la preuve que la souveraineté ne se joue plus uniquement sur le sol national, mais aussi sur les routes invisibles du commerce mondial? Un basculement silencieux commence, lent, structurant, difficile à inverser. Cette séquence ne raconte pas seulement un épisode géopolitique spectaculaire, elle propose une clé de lecture pour comprendre comment le pouvoir se recompose à l'échelle mondiale. Le cœur de la promesse est simple: expliquer pourquoi la maîtrise des flux maritimes est devenue un levier décisif de souveraineté économique et politique. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un geste isolé, mais comme l'expression d'un état d'esprit partagé par de nombreux États du Sud, longtemps dépendants de routes contrôlées par d'autres. Si, pendant des décennies, les océans ont servi à verrouiller l'ordre ancien, leur réappropriation change la hiérarchie des dépendances sans affrontement direct. L'enjeu dépasse donc la rivalité militaire. Il touche à la capacité des nations à commercer, financer et décider sans autorisation implicite. Pour le spectateur, comprendre cette dynamique permet de distinguer un simple discours de rupture d'un changement structurel aux effets durables. C'est à ce niveau précis que se situe le véritable pari de cette histoire. Les chiffres confirment que quelque chose a déjà basculé. Selon les données compilées en 2026 par l'Institut maritime africain, le tonnage cumulé des flottes non occidentales engagées dans les manœuvres conjointes dépasse 350 000 tonnes, soit près du double des exercices équivalents organisés en Atlantique Sud 5 ans plus tôt. À partir de là, l'angle de lecture se déplace. Il ne s'agit plus d'un symbole isolé, mais d'un déplacement mesurable de densité stratégique sur les routes maritimes. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne servent pas à impressionner. Ils servent à démontrer qu'un monopole longtemps considéré comme intangible commence à se fissurer. Le contexte est essentiel pour comprendre cette évolution. Pendant plusieurs décennies, le contrôle des mers a fonctionné comme une frontière invisible. Maintenant, une hiérarchie économique centrée sur le nord. Sanctions, saisie de navires et régulation des assurances maritimes ont structuré un ordre où la dépendance logistique était la norme. Or, depuis peu, cet équilibre se modifie. La Chine projette sa flotte au-delà de ses zones traditionnelles, la Russie réactive ses réseaux stratégiques et des États du Sud s'insèrent dans ces dispositifs non pas comme supplétifs, mais comme partenaires. Pour Ibrahim Traoré, cette convergence maritime prolonge la lutte engagée sur le continent africain. Sans accès sécurisé aux voies commerciales, toute souveraineté reste incomplète. Ce basculement s'opère aussi par la synchronisation. Des opérations navales coordonnées, menées hors des cadres occidentaux, tissent progressivement une chaîne logistique alternative. Chaque exercice, chaque port impliqué ajoute une maille à ce réseau émergent. Dans ce cadre, l'Afrique cesse d'être un simple espace traversé. Elle devient un acteur conscient de ses intérêts maritimes. Ainsi, le contexte n'est plus celui d'un affrontement frontal, mais celui d'une reconfiguration patiente où les routes comptent autant que les discours. Pour Ibrahim Traoré, le message est clair. La souveraineté moderne se prouve par la continuité des flux, pas seulement par la rhétorique. Au cœur de cette recomposition, une figure sert de point d'ancrage narratif, non comme héros solitaire, mais comme révélateur d'un changement d'échelle.
Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici en chef militaire observant des cartes navales, mais en acteur politique qui relie des espaces longtemps dissociés, l'arrière-pays sahélien et les corridors maritimes mondiaux. Ce déplacement du regard constitue déjà un premier impact concret. Les effets précoces se lisent dans des scènes brèves mais parlantes. À Ouagadougou, des discussions autrefois centrées sur la sécurité terrestre intègrent désormais le coût du fret, l'accès aux ports partenaires et la protection des convois commerciaux. Dans certaines capitales africaines, des conseillers économiques commencent à raisonner en termes de chaînes logistiques complètes plutôt qu'en exportation ponctuelle. Ce sont des ajustements discrets mais structurants. Pour Ibrahim Traoré, cette transition n'est pas théorique. Elle s'inscrit dans une lecture pragmatique. Un État peut affirmer sa dignité politique, mais sans route commerciale sécurisée, cette dignité reste vulnérable aux pressions extérieures. Cette logique trouve un écho rapide auprès d'acteurs régionaux qui jusque-là percevaient la mer comme un espace lointain, presque abstrait. L'impact précoce se mesure aussi dans la perception populaire. Des slogans et des récits émergent reliant la souveraineté quotidienne à des infrastructures invisibles. La mer cesse d'être un décor lointain pour devenir une extension symbolique du combat pour l'autonomie. Ainsi, le personnage guide n'impose pas un modèle. Il cristallise une prise de conscience collective. Le véritable enjeu apparaît alors clairement. Sans maîtrise des flux, la souveraineté reste inachevée. Avant le basculement, les signaux étaient déjà diffus, presque noyés dans le bruit de fond diplomatique. Les routes maritimes restaient dominées par des cadres établis, les assurances et les contrôles fixant les limites de ce qui était possible pour les économies du Sud. Puis, le mouvement s'enclenche. Les manœuvres navales conjointes de 2026, organisées hors des architectures occidentales, ne surgissent pas comme une démonstration improvisée, mais comme l'aboutissement d'une série de décisions accumulées. À Simonstone, les bâtiments chinois et russes accostent avec une précision qui dit la préparation en amont. Ce moment marque l'entrée en scène d'un dispositif pensé pour durer. Le moment le plus révélateur arrive lorsque ces exercices cessent d'être perçus comme un événement isolé. La coordination s'étend à la protection de convois énergétiques, à des simulations de défense aérienne et à des échanges de données logistiques. L'important n'est pas tant la puissance affichée que la répétition des gestes. Chaque manœuvre ajoute une couche de crédibilité. Dans le même temps, à Adougou, une tentative de déstabilisation échoue et provoque un sursaut populaire. La chronologie rapproche ces deux scènes sans les confondre. Pour Ibrahim Traoré, cette simultanéité révèle une logique commune. La souveraineté se défend sur plusieurs fronts, et leur synchronisation produit un effet multiplicateur. Très vite, les premières conséquences se font sentir. Les chancelleries occidentales adoptent un ton prudent, parlant de coopération et de stabilité, tandis que leurs analyses internes évoquent une rupture potentielle. Les marchés du fret maritime réagissent, les primes d'assurance évoluent et les routes commerciales commencent à se redessiner. Ce ne sont pas encore des bouleversements spectaculaires, mais des ajustements successifs qui, mis bout à bout, modifient la trajectoire générale. Des États africains observent et évaluent. Certains hésitent, d'autres engagent des discussions bilatérales discrètes. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré intervient moins par des discours que par une constance stratégique. Il relie l'échec du complot intérieur à la démonstration maritime extérieure, non pour dramatiser, mais pour souligner une continuité d'intention. Les décisions prises à Ouagadougou s'inscrivent désormais dans un cadre élargi, où la terre et la mer ne sont plus des espaces séparés. Cette lecture influence d'autres capitales sahéliennes
qui commencent à envisager la logistique maritime comme un prolongement naturel de leur politique de sécurité et de développement. À mesure que les jours passent, la chronologie révèle une accélération. Les visites diplomatiques se multiplient, des accords techniques sont évoqués et l'idée d'une coordination maritime durable gagne du terrain. Au lieu de se refermer, la séquence se transforme en processus. Le fil conducteur reste clair. Ce qui était autrefois ponctuel devient structurel. Pour Ibrahim Traoré, l'événement n'est pas la fin d'un cycle, mais le début d'une normalité nouvelle où la souveraineté se mesure à la capacité de maintenir des flux continus face aux pressions. Avant 2026, la présence maritime non occidentale dans l'Atlantique Sud restait marginale et dispersée. En l'espace d'un an, la proportion de navires non occidentaux traversant ces couloirs a augmenté de 47%, selon un rapport de suivi maritime publié en 2026, marquant un passage mesurable d'une situation de contrôle concentré à une circulation plus pluralisée. Un premier repère permet de mesurer ce déplacement. Il ne décrit pas une domination nouvelle, mais un déplacement de seuil. Une hausse de 47% signifie que des routes auparavant secondaires deviennent structurelles et que des acteurs longtemps périphériques acquièrent une capacité de passage régulière. Pour Ibrahim Traoré, cette évolution chiffrée confirme que la souveraineté ne se proclame pas, elle s'observe dans la continuité des flux. Ce delta traduit un changement de comportement des États et des opérateurs, qui ajustent leurs itinéraires en fonction de nouvelles garanties de protection. Un autre repère confirme cette lecture: le tonnage combiné des flottes engagées dans les manœuvres conjointes de 2026 dépasse 350 000 tonnes, soit près du double des exercices comparables organisés 5 ans plus tôt dans la même zone. Ce chiffre n'est pas spectaculaire par rapport aux capacités globales des grandes marines, mais il est décisif par sa densité régionale. Il indique que la coordination n'est plus symbolique mais suffisamment consistante pour soutenir des opérations répétées. Dans la logique défendue par Ibrahim Traoré, le tonnage n'est pas une fin en soi. Il sert à garantir la crédibilité d'itinéraires alternatifs face aux pressions économiques et politiques. Un dernier repère éclaire directement la dimension économique. Depuis la mise en place de ces dispositifs maritimes, la part des transactions sud-sud réalisées en devises locales a progressé de 28%. Cette évolution, relevée par plusieurs institutions financières internationales, signale un desserrement partiel de la dépendance au circuit traditionnel dominé par le dollar. Une augmentation de 28% ne renverse pas l'ordre monétaire mondial, mais elle suffit à modifier les marges de manœuvre de pays soumis à des contraintes extérieures. Pour Ibrahim Traoré, ce chiffre illustre une réparation progressive plutôt qu'une rupture brutale. Pris isolément, chacun de ces nombres pourrait sembler limité. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. La hausse du trafic non occidental, la masse critique atteinte par les flottes engagées et l'évolution des échanges financiers forment une chaîne logique. Les routes sécurisées facilitent la circulation. La circulation stabilisée encourage les échanges et ces échanges renforcent l'autonomie de décision. Cette articulation transforme des données techniques en leviers politiques. Les critiques soulignent que ces chiffres restent inférieurs aux capacités occidentales globales. Cet argument est exact sur le plan strictement comparatif, mais il manque le cœur du raisonnement. La dynamique observée ne vise pas la parité totale, elle vise la suffisance fonctionnelle. Pour Ibrahim Traoré, atteindre ce seuil suffit à rompre une dépendance ancienne. Les preuves quantitatives ne promettent pas un monde renversé. Elles attestent d'un monde en transition mesurable, où chaque delta compte plus que le total affiché.
Les critiques les plus structurées de cette dynamique avancent deux arguments principaux. Le premier repose sur l'asymétrie des capacités. Selon eux, les flottes engagées par les États du Sud, même coordonnées, restent largement inférieures en nombre, en technologie et en capacité de projection face aux marines occidentales. Dans cette lecture, les exercices conjoints de 2026 relèveraient davantage d'une démonstration politique que d'un changement stratégique durable. Les chiffres globaux des bâtiments actifs et des budgets de défense continuent d'appuyer cette position. Le second argument concerne la dépendance technologique et économique. Les sceptiques estiment que, sans accès aux infrastructures, aux composants et aux systèmes financiers du Nord, toute tentative d'autonomisation maritime serait vouée à des blocages rapides. Ils soulignent que les chaînes d'approvisionnement mondiales restent profondément imbriquées, rendant illusoire une rupture fonctionnelle sans coût majeur. Dans ce cadre, la montée en puissance observée serait fragile, réversible et exposée à des sanctions ciblées. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils décrivent des contraintes réelles et mesurables. Toutefois, la réponse portée par les faits observés nuance leur portée. Non, d'abord, la stratégie défendue par Ibrahim Traoré ne cherche pas la parité militaire globale. Elle vise une capacité suffisante pour sécuriser des flux précis sur des segments déterminés. Cette logique de seuil réduit la pertinence des comparaisons totales. Il ne s'agit pas de rivaliser partout, mais d'être incontournable quelque part. Ensuite, la question technologique montre déjà des signes d'évolution. Une part significative des composants utilisés dans les systèmes déployés par les partenaires du Sud provient désormais de chaînes alternatives, notamment asiatiques. Cette diversification ne supprime pas la dépendance, mais elle en redistribue les centres. Les données disponibles indiquent une inversion progressive, lente mais continue, de certains rapports de dépendance. Enfin, l'argument de la fragilité néglige un facteur clé, la cohésion politique. Les dispositifs observés en 2026 reposent sur une coordination répétée, pas sur un événement unique. Cette répétition transforme une vulnérabilité potentielle en apprentissage collectif. Pour Ibrahim Traoré, la solidité ne vient pas de l'absence de risque, mais de la capacité à les absorber sans renoncer à l'objectif. Ainsi, la critique souligne les limites, mais la réponse factuelle montre une dynamique qui, sans être irréversible, est déjà suffisamment ancrée pour modifier les calculs de long terme. Il est logistique, silencieux et largement sous-estimé dans les débats du public. Ce qui change réellement en 2026, ce n'est pas l'équilibre des forces navales, mais la capacité de plusieurs États du Sud à coordonner durablement des routes de circulation hors des cadres habituels. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation marque un déplacement conceptuel majeur. La souveraineté cesse d'être une posture défensive pour devenir une organisation continue des flux. Ce milieu de parcours impose un nouveau regard. Jusqu'ici, la discussion opposait puissance et faiblesse, domination et résistance. Or, les faits suggèrent autre chose. Les corridors protégés ne cherchent pas à exclure, mais à garantir une autonomie minimale de fonctionnement. Ils redéfinissent les règles de passage sans proclamer de rupture frontale. Cette logique explique pourquoi les réactions les plus vives ne viennent pas des états-majors, mais des cercles économiques et financiers. À ce stade, le récit change de cadence. Ce qui semblait être une coalition circonstancielle révèle une architecture en formation. Des ports s'adaptent, des protocoles se standardisent, et des échanges d'informations deviennent routiniers. Pour Ibrahim Traoré, cette normalisation est plus décisive que n'importe quelle démonstration ponctuelle. Elle transforme une initiative politique en infrastructure vivante. Ainsi, une évidence longtemps ignorée se détache.
Le pouvoir, en 2026, ne réside plus seulement dans la capacité à contraindre, mais dans celle à faire circuler sans interruption. C'est là que se joue désormais l'essentiel. Les effets de cette reconfiguration se manifestent de manière différenciée selon les acteurs, mais tous partagent un point commun. Les routes maritimes cessent d'être abstraites pour devenir des variables politiques tangibles. Pour les États, d'abord, l'impact est diplomatique. Le Burkina Faso, souvent perçu comme enclavé et dépendant, gagne une visibilité nouvelle en s'inscrivant dans des dispositifs logistiques élargis. Les invitations officielles se multiplient, les échanges bilatéraux se densifient et la parole d'Ibrahim Traoré acquiert un poids symbolique qui dépasse la seule scène sahélienne. Cette reconnaissance ne supprime pas les tensions, mais elle modifie le rapport de négociation. Du côté des entreprises, les conséquences sont plus opérationnelles. Des sociétés minières locales, longtemps liées à des contrats asymétriques, commencent à renégocier leurs conditions d'exportation. L'accès à des corridors maritimes sécurisés permet de réduire certains coûts intermédiaires et d'élargir le choix des partenaires logistiques. Dans certains cas, documentés en 2026, la part des revenus captés localement progresse sensiblement sans bouleverser les marchés mais en améliorant les marges de manœuvre. Pour Ibrahim Traoré, ces ajustements illustrent une souveraineté économique en construction, fondée sur des gains progressifs plutôt que sur des ruptures brutales. Pour les populations, l'effet est plus diffus, mais tout aussi réel. La perception du monde extérieur évolue. Dans les discours publics et les conversations quotidiennes, la mer n'apparaît plus comme un espace lointain réservé aux grandes puissances. Elle devient un vecteur de protection et d'opportunité. Cette évolution nourrit un sentiment de dignité collective, mais elle s'accompagne aussi d'inquiétude. Inflation, tension sur certaines importations et risque de représailles rappellent que l'autonomie a un coût. Ibrahim Traoré insiste sur cette dimension. La souveraineté n'est pas gratuite, elle exige des arbitrages. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions dépassent le cadre national. Des mouvements citoyens et des cercles politiques, du golfe de Guinée à l'Afrique australe, reprennent le langage de la maîtrise des flux. L'idée qu'un espace maritime partagé puisse soutenir une autonomie collective gagne du terrain. Cette diffusion ne crée pas une unité automatique, mais elle aligne des intérêts autrefois dispersés. En rassemblant ces quatre niveaux, une conclusion s'impose. Les conséquences ne sont ni spectaculaires ni instantanées, mais elles sont cumulatives. Pour Ibrahim Traoré, c'est précisément cette accumulation qui transforme une initiative géopolitique en réalité vécue. La souveraineté cesse d'être un concept. Elle devient une expérience concrète, inégale, mais désormais mesurable. Dans les 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles peuvent se dessiner, chacune dépendant moins des déclarations publiques que de la capacité à maintenir la cohérence des flux engagés. Dans une dynamique de continuité, les exercices navals conjoints se poursuivent sous un format élargi, les corridors sécurisés gagnent en régularité et les partenariats techniques se stabilisent. Les tensions avec les puissances établies persistent, mais restent contenues dans un registre diplomatique et économique. Dans cette configuration, le Burkina Faso consolide son rôle de pivot idéologique et Ibrahim Traoré s'impose comme une figure de référence régionale sans basculer dans la provocation ouverte. Dans une dynamique d'accélération maîtrisée, de nouveaux États rejoignent les dispositifs de coordination maritime, apportant port, capacité logistique et légitimité politique. Une reconnaissance institutionnelle plus large émerge notamment au sein d'organisations régionales africaines qui commencent à formaliser des cadres juridiques de souveraineté maritime partagée.
Les marchés du Sud gagnent en prévisibilité et l'effet d'entraînement renforce la confiance des acteurs économiques locaux. Dans ce cas, la dynamique initiée en 2026 devient un modèle exportable, non par la force, mais par la preuve de son efficacité. Dans une dynamique de réaction plus dure des acteurs dominants, des sanctions ciblées se multiplient, certaines routes se tendent, et la coordination interne du bloc montre des signes de fatigue. Une campagne d'influence présente cette dynamique comme une militarisation déguisée cherchant à isoler politiquement ses promoteurs. Dans ce contexte, les coûts économiques augmentent et la tentation d'un repli national réapparaît. La souveraineté proclamée se heurte alors à des contraintes immédiates testant la résilience du projet. Entre ces trois voies, la réalité pourrait osciller. La variable décisive reste la capacité à transformer l'élan politique en structure durable. Si les corridors restent opérationnels, alors la pression extérieure perd de son efficacité. Si, au contraire, la coordination faiblit, les équilibres anciens reprennent rapidement le dessus. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de prédire l'avenir, mais de créer les conditions minimales pour qu'un choix demeure possible. C'est dans cette marge de décision que se joue la suite. À ce stade du récit, l'enjeu cesse d'être abstrait et rejoint l'expérience quotidienne de groupes très différents, y compris celle du spectateur. Pour les citoyens des pays concernés, la reconfiguration maritime ne se traduit pas immédiatement par des images spectaculaires, mais par des variations concrètes. Le prix de certains biens importés, la disponibilité de l'énergie, la stabilité de l'emploi liés aux chaînes logistiques. Ces signaux faibles modifient la perception de ce qui est possible ou non sans dépendre entièrement de décisions extérieures. Pour les jeunes actifs et les entrepreneurs locaux, l'impact est souvent indirect mais structurant. L'accès à de nouveaux circuits commerciaux ouvre des marges d'initiative, même limitées. Des projets auparavant jugés trop risqués deviennent envisageables lorsque les routes d'exportation ou d'approvisionnement cessent d'être un goulot d'étranglement. Dans cette lecture, la souveraineté défendue par Ibrahim Traoré n'est pas un concept lointain. Elle influence la capacité à planifier, investir et se projeter. Le spectateur, même éloigné géographiquement, est aussi concerné. Les chaînes de valeur mondiales déterminent quand les prix, les emplois et les équilibres politiques bien au-delà de l'Afrique. Comprendre cette dynamique permet de lire différemment les tensions économiques ou les discours sur la fragmentation du monde. Ce qui se joue n'est pas une rupture brutale, mais un rééquilibrage progressif dont les effets se diffusent. Enfin, cette phase invite à une réflexion personnelle. Les choix collectifs façonnent des cadres qui, à leur tour, conditionnent les choix individuels. En reliant souveraineté et logistique, Ibrahim Traoré met en lumière un lien souvent ignoré. La liberté politique commence par la capacité matérielle à faire circuler biens et idées. Cette prise de conscience transforme le spectateur en observateur actif, capable de situer sa propre expérience dans un mouvement plus large. À mesure que la dynamique s'installe, une feuille de route pragmatique se dessine, moins idéologique que fonctionnelle. Il s'agit d'abord de consolider les corridors maritimes sécurisés. Les exercices conjoints doivent évoluer vers un mécanisme permanent de veille, de secours et de protection des convois, placés sous un mandat multilatéral africain. Cette étape vise à transformer des opérations ponctuelles en services continus, mesurables et prévisibles. Il faut ensuite miser sur la formation et la montée en compétences. La création d'une école maritime régionale, reliant plusieurs académies existantes, permettrait de former officiers, ingénieurs et logisticiens capables de gérer à la fois la sécurité et le commerce. Pour Ibrahim Traoré, cette transmission du savoir est essentielle.
Sans compétences locales, toute souveraineté reste dépendante d'expertises extérieures. Vient aussi la question de la gouvernance des ressources. L'institutionnalisation d'une charte garantissant une majorité de contrôle national sur les ressources terrestres comme maritimes vise à aligner exploitation et intérêt collectif. Cette mesure ne bloque pas les partenariats, mais elle en redéfinit les termes. À cela s'ajoute la coordination informationnelle sud-sud. Le partage de données logistiques, d'innovation et de signaux d'alerte renforce la résilience collective face aux pressions. Enfin, il faut garder un équilibre entre ambition et prudence. Chaque étape doit être évaluée selon des indicateurs clairs afin d'éviter la surenchère. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route rappelle une idée centrale. La souveraineté n'est pas un cri, mais une architecture. Elle se construit par des choix concrets, séquencés, dont la cohérence importe plus que la vitesse. Le récit revient alors à une image déjà entrevue plus tôt, celle des quais et des visages anonymes qui donnent chair à ces choix stratégiques. Un jeune travailleur portuaire observe les navires alignés non comme des symboles de puissance étrangère, mais comme des instruments d'un avenir moins contraint. Cette scène fait écho aux premières discussions tenues à l'intérieur des capitales africaines lorsque la mer paraissait encore lointaine, presque abstraite. Le fil s'est resserré. Dans cette continuité, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un architecte solitaire, mais comme le point de convergence d'une attente diffuse. Sa parole, reprise et discutée, a permis de relier dignité et organisation concrète. Ce qui était perçu comme une intuition politique devient une expérience partagée, portée par des gestes ordinaires et des infrastructures discrètes. Le changement ne tient pas dans une déclaration, mais dans la répétition de pratiques nouvelles. L'émotion naît précisément de cette transformation silencieuse. Des communautés entières commencent à se projeter dans un monde où la dépendance n'est plus une fatalité immédiate. Cette projection reste fragile, exposée aux tensions économiques et aux pressions extérieures. Mais elle existe désormais. Pour Ibrahim Traoré, c'est peut-être là l'essentiel, avoir déplacé l'imaginaire collectif sans promettre de miracle, mais en rendant pensable une autre trajectoire. Une phrase s'impose alors, simple et dense. La souveraineté se construit quand l'idée devient usage. Cette histoire ne se referme pas sur une conclusion définitive, mais sur une invitation à observer autrement les lignes qui structurent mieux que le monde. Les mers, longtemps perçues qu'anomélarchies comme des espaces lointains, apparaissent ici comme des lieux de décision collective où se croisent intérêts économiques, choix politiques et attentes sociales. Comprendre cette dynamique permet de dépasser les récits simplifiés qui opposent blocs et idéologie sans interroger les mécanismes concrets. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas d'adhérer à une position unique, mais de se demander quels critères devraient guider la protection des routes communes, des ressources partagées et des équilibres fragiles. La question dépasse les frontières africaines. Elle concerne la manière dont les sociétés acceptent ou non qu'un petit nombre d'acteurs définissent les règles d'accès et de circulation pour tous. Ce moment appelle donc au dialogue plutôt qu'au verdict. Observer, comparer, discuter. Ce sont souvent ces gestes modestes qui précèdent les inflexions durables. Si la souveraineté devient une architecture collective, alors chacun participe à son niveau à la façon dont elle est pensée et mise en œuvre. La question reste ouverte. Quelle part du monde mérite aujourd'hui d'être protégée ensemble et selon quelles règles partagées?